Première question. Est-ce qu'il y a des raisons en dehors de la Bible pourquoi c'est bon d'attendre avant le mariage? Parce que souvent on dit, un peu comme tu as dit, la Bible elle dit ça, c'est pas bon, mais en dehors de la Bible, est-ce qu'il y a des raisons un peu avec les lois naturelles comme tu me parlais? Oui, eh ben c'est ça. On a commencé à y répondre tout à l'heure. Attendre le cas de la sécurité de l'alliance et du mariage, pourquoi est-ce que c'est bon? Parce que ça vous assure une sexualité épanouie. Ça va être le fun. Et les femmes qui ont... il y a des statistiques faites par des médecins non chrétiens, donc ce n'est pas du tout en se basant sur la Bible, qui ont prouvé que les femmes qui respectent ce cadre-là et qui ont un seul partenaire sexuel, qui est leur mari toute leur vie, ont des orgasmes bien plus fréquents et du plaisir bien plus développé que les autres femmes qui ont plein de partenaires sexuels. Donc en fait, c'est comme ça qu'on en a parlé avec nos enfants. Attendez les gars, attendez parce que Dieu veut que vous ayez une sexualité épanouie et c'est possible à cause de ces lois naturelles dans le cadre du mariage. Il y a un temps pour tout et quand on a une relation sexuelle, en fait, on connecte au niveau de l'âme et de l'esprit, pas que au niveau du corps. Eh bien, quand on se donne à quelqu'un trop tôt, sans être dans cette sécurité de l'alliance-là, on arrache un bout de son cœur à chaque fois, en fait. Et les peines de cœur, ça fait très mal, les peines de cœur. Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais ça fait mal quand on s'est attaché à quelqu'un. Et puis, c'est comme s'il y avait vraiment des ponts qui se tissaient entre les deux âmes. Et puis, alors, donc, on couche ensemble. Et après, je te laisse tomber, je change de partenaire. Eh bien, on arrache un bout de cœur de l'autre et il arrache un bout de votre cœur à vous. Donc, le fait d'attendre, ce n'est pas pour vous punir, c'est pour que vous ayez une vie sexuelle épanouie. Ça vaut le coup, non? Donc, si je comprends bien, le meilleur moyen d'avoir une sexualité vraiment bonne, d'avoir réellement du plaisir, c'est dans le cadre de Dieu. Absolument. Donc, en fait, la science back, entre guillemets, la Bible. Exactement, la science back la Bible ici. Il a été donc prouvé que les orgasmes sont bien meilleurs quand on est dans le cadre du mariage. Amen. Qui dit amen à ça? Yes. Comme ça, les orgasmes masculins sont liés au plaisir féminin aussi. Hein. Il y a des différences d'orgasme autant chez les filles que chez les gars. Donc c'est pareil, c'est meilleur pour les gars dans le cadre du mariage. Très bon, très bon. On va y aller avec la prochaine question. Vous en avez un peu parlé, mais j'aimerais avoir un peu plus de détails. Pas de sexe avant le mariage, ok. Mais j'ai le droit de faire quoi avant le mariage? J'avais d'autres questions aussi. Est-ce qu'on a le droit de faire les préliminaires? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Tout ça, c'est quoi la limite? Tout ce qui est à l'extérieur du corps, vous pouvez connecter, c'est parfait. Tout ce qui va être connexion intellectuelle, sociale, fun, c'est super. Attention, quand on touche au niveau de l'âme, et ça commence pas comme ça, quand on ouvre trop son cœur au niveau émotionnel et qu'on partage nos profonds, ce qu'on ressent à l'intérieur, dans les peines, et souvent dans les peines, hein, des choses difficiles, et qu'on ouvre trop son cœur. Les filles, c'est souvent ça. Hein. Elles ouvrent leur cœur, pouf, le gars, il sait déjà tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle ressent, etc. On connecte au niveau de l'âme, on connecte au niveau de l'esprit. C'est dangereux parce qu'ensuite, les corps vont pas plus savoir où est la limite. Je vais commencer par le plus évident. Dès qu'on involve, dès qu'on met en jeu des organes sexuels, c'est-à-dire les organes sexuels, pénis, vagin, etc. La poitrine, ça va? La poitrine, c'est hors limite. On est déjà dans l'intimité de l'autre au niveau du physique. Moi, j'ai entendu, à cause du puritanisme, oui, dans le moment que je ne peux pas tomber enceinte, ce n'est pas une relation sexuelle. Ce n'est pas vrai. Ok, c'est faux. Ok, tout ce qui va mettre en jeu les parties intimes, le sexe de l'autre, la zone sexuelle de l'autre, la poitrine, etc., même la peau, c'est la première des limites. Attention, on ne peut pas toucher l'autre n'importe comment. Il y a le respect que l'on doit à l'autre et que l'on se doit à soi-même. Donc, vous pouvez construire des relations d'amitié dans la mesure où elles ne sont pas exclusives, avec les niveaux qu'on vous a montrés à fond. Mais ne donnez pas votre corps, parce que vous donnez un morceau de vous, sinon. D'accord? Cette histoire de « si je ne peux pas tomber enceinte, ce n'est pas une relation sexuelle », ce n'est pas vrai. Dès qu'on met en jeu les organes sexuels, les parties privées de l'autre, parfois la peau, c'est aller trop loin déjà. Vous savez, aux États-Unis, le seul endroit qu'on a le droit de toucher sans pouvoir être attaqué et accusé de harcèlement sexuel, c'est le coude. Donc techniquement, je peux toucher ton coude sans que ça soit une agression sexuelle. Mais le reste, attention, on n'a pas le droit de tripoter la peau de l'autre. Vous me suivez? Yes. Maintenant, tout le monde va se toucher le coude. C'est ça. La masturbation, est-ce un péché? Alors, on va faire un petit flashback quand vous étiez plus petits et les enfants.
la sexualité se construit dans notre corps. On vous l'a dit. On vous l'a dit très vite, mais on vous l'a dit quand même. Elle se construit des tout petits. Par exemple, quand un tout petit bébé, ses parents le prennent dans les bras et le regardent avec des yeux pleins d'amour, etc. Ils sont en train de construire chez cet enfant, chez ce nouveau-né, la capacité à connecter. Quand on regarde un enfant dans les yeux, en lui disant « je t'aime et tu es en sécurité », on construit en lui la capacité à connecter au niveau sexuel plus tard. Et oui, vous avez vu, ça se construit tout petit. Quand on apprend à un enfant à être propre, un petit entre 1 an et 2 ans, à aller au pot, à être propre, on lui apprend que les pulsions à l'intérieur de son corps ne sont pas plus fortes que lui. Un enfant de 7 ans, 8 ans, il ne va pas faire pipi et caca partout. Avant 2 ans, il a appris qu'il attendait d'aller aux toilettes. Vous me suivez toujours ? Ça se construit. Il y a dans cette zone d'apprentissage une partie de découverte du corps où un enfant va toucher son corps et ses organes génitaux et va se dire « waouh, il se passe un truc chez les gars, les premières érections ». Le gars, si on lui en a jamais parlé avant, il se dit « tiens, qu'est-ce qui se passe ? Mon pénis a une vie sans moi, il lui arrive des choses dans la nuit. » Et c'est plutôt agréable, n'est-ce pas, messieurs ? Et c'est plutôt agréable comme sentiment. Ça s'appelle la découverte du corps. Ce n'est pas de la masturbation. On a trop souvent dit, et je vais vous demander de ne pas couper ma phrase à ça, parce que la phrase, elle va dans un contexte global. Donc, n'écoutez pas qu'une partie de la phrase, écoutez le tout. On a trop souvent dit que la masturbation était un péché, que ça vous empêchait d'être sauvé, etc. C'est faux. La masturbation en elle-même n'est pas un péché. Ça ne va pas vous séparer de Dieu. Mais, c'est là que je voudrais bien qu'on ne coupe pas ma phrase là et que vous preniez toute la phrase. Vous m'entendez bien ? La masturbation en elle-même n'est pas un péché, mais elle peut créer une pente glissante et peut vous mettre dans une situation de péché. Pourquoi ? Parce que la masturbation qui démarre avec la découverte du corps, tiens, quand je mets ma main là, c'est agréable, tiens, c'est intéressant, comment est-ce que je suis, mon sexe de femme est construit, intéressant à découvrir, tiens, mon pénis a une vie sans moi, qu'est-ce qui se passe ? C'est la découverte du corps. Ensuite, la masturbation risque de s'accrocher à un besoin d'image ou de rêve et de fantasme au niveau de notre imagination. Et là, on introduit quelqu'un d'autre dans notre désir. Et si on a besoin de regarder, de se stimuler avec un film pornographique, comme la sexualité, c'est aussi spirituel, quand vous regardez des images pornographiques, eh bien, en fait, vous connectez avec l'âme des acteurs. C'est chaud, hein ? Donc, la masturbation qui est accrochée à un stimuli, à une source extérieure, va vous emmener dans une zone de péché. Vous me suivez ? Maintenant, il y a différents niveaux d'intensité. La masturbation, les inconvénients, c'est que ça va créer un schéma de honte et de rapidité accroché à la sexualité. C'est-à-dire que si quelqu'un se retrouve à pratiquer la masturbation, il va le faire vite, avec un sentiment de honte caché. Et ça va créer des mécanismes qui vont pouvoir créer parfois des éjaculations précoces, ensuite une incapacité à connecter avec un conjoint dans l'avenir. La pornographie associée à la masturbation va créer une maladie qui s'appelle le PIE en anglais, Porn Induced Erectile Dysfunction. Ça veut dire dysfonctionnement érectile dû à la pornographie et à la masturbation excessive. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes hommes qui ne sont plus en capacité d'avoir une érection, sauf dans un cadre virtuel. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a plein d'acteurs, de jeunes acteurs qui ont parlé de ça. Donc vous voyez, la pente de la masturbation, ça va vers ça, à une incapacité ensuite même à avoir une érection. Donc c'est une pente dangereuse. Maintenant, il y a une différence entre quelqu'un qui va soulager cette fameuse pression dont on a parlé. La pression sexuelle, elle est réelle à cause des cycles, à cause de ce déversement d'hormones que vous avez dans votre corps, elle est réelle. Et il y a des moyens de canaliser la pression, on va en parler. Des moyens de canaliser la pression qui vont être bonnes pour vous. La masturbation va permettre à la soupape de ne pas exploser, en fait. Maintenant, si quelqu'un se trouve à découvrir son corps et canaliser la pression 3 fois par jour, c'est-à-dire à se masturber 3 fois par jour, on est dans un schéma d'addiction. Si c'est plus fort que vous, si vous ne pouvez pas vivre sans, on est dans un schéma d'addiction. Et vraiment, comme tout, s'il y a quelque chose qui est plus fort que vous, ce n'est pas une bonne idée. Parce que la pression sexuelle, elle est faite pour être canalisée, pas pour être, pas pour être plus forte que vous. Pensez à cette image de si quelqu'un de votre âge faisait pipi et caca n'importe où. C'est exactement la même chose. La pression, elle serait plus forte que lui. Or, on peut canaliser ce besoin, cette pression intérieure. Donc, si quelqu'un se
retrouve piégé à 3 fois masturbation par jour, eh bien, mettez-vous ça comme un défi devant vous. Comprenez les feux verts, les feux rouges, les déclencheurs qui sont plus forts que vous. Vous vous sentez seul, vous vous sentez déprimé, vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous vous sentez humilié. Vous avez besoin d'évacuer, de répondre à ce besoin de récompense et de réconfort avec la masturbation. Eh bien, identifiez les drapeaux qui vous disent « Attention, tu vas être coincé ». Trouvez quelqu'un de confiance, plusieurs personnes de confiance à qui vous allez pouvoir parler et dire « J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu m'aides à changer la machine à ce niveau-là. » Parlons de l'évacuation de cette pression. Chez les gars, ce qui marche très bien, c'est tout ce qui va mettre en action les muscles au niveau des pectoraux, donc pompe et traction. Ouais, c'est les push-ups. Push-ups et traction. Quand vous, les gars, vous faites des push-ups et des tractions, en fait, vous dégagez dans votre corps un cocktail d'hormones très similaire à celui de l'éjaculation. Ça va vous faire du bien au niveau du corps et ça va canaliser cette pression sexuelle d'une façon saine. Chez les filles, tout ce qui va être danse en musique. Donc, je ne sais pas quel style de danse vous aimez, mais à fond, les filles. Vous mettez la musique à fond et vous dansez. Pourquoi ? Parce que ça va mettre en action le corps et l'âme. Et ça va vous permettre de canaliser la pression sexuelle. Donc, voilà un moyen qui va être bon pour vous de canaliser la pression sexuelle. Le sport, la danse, la musique, un hobby, quelque chose. Pour du coup, passer de peut-être 3 fois par jour à 2 fois par jour. Et on célèbre déjà ça. Puis 1 fois par jour. Et puis vous allez voir que vous allez pouvoir espacer les fois et donc ne plus être esclave en fait de la masturbation. Donc l'acte en lui-même n'est pas un péché, mais c'est une pente dangereuse qui peut arriver jusqu'à des choses lourdes et graves comme plus de capacité à l'érection par exemple. Très intéressant. Puis moi, ça me fait penser, j'ai reçu aussi une question d'une personne où on prend pour acquis que l'adolescence à 12, 13, 14 ans, on a plein de désirs, puis on a envie absolument d'expérimenter, puis de sortir avec le sexe opposé, d'avoir des copines, copains, tout ça. Puis j'ai reçu une question qui me disait que moi, j'ai pas forcément envie, tout de suite d'être en couple, j'ai pas forcément de désir. Est-ce que je suis normal ? Absolument. Ça, c'est une très bonne question aussi. On n'est pas des animaux. C'est pas plus fort que nous, cette pression. Et si la pression n'est pas réveillée, qu'elle n'est pas plus forte que vous aujourd'hui, ça ne vous prend pas la tête, c'est parfait. C'est peut-être que vous avez une vie où vous avez déjà naturellement des moyens d'évacuer, de canaliser la pression. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. C'est un verset de la Bible, dans Cantique des Cantiques. C'est exactement ça. Encore une fois, c'est un mensonge que de croire qu'on ne peut pas vivre sans être dominé par la pression sexuelle. Donc vous êtes parfaitement normaux. Si ça ne vous travaille pas plus que ça, c'est très bien. C'est que sans doute dans votre quotidien, vous avez déjà des moyens d'avoir la pression qui est échappée. Très bon. Puis là, je reçois encore une autre question. Est-ce que... Okay. J'ai une question, une personne qui a l'air de... Okay. Je trouve que vous généralisez beaucoup. Oh. Ok, il y en a qui sont audacieux. On parle des vraies affaires aujourd'hui. C'est bien. Pour certaines filles, la musculation et activité physique, ça marche. Et les gars, la danse et l'art, ça marche. Bien sûr, absolument. Ça dépend de chaque personne, non ? Bien sûr, absolument. Et ça peut même être de la peinture. L'essentiel, c'est de trouver... Absolument. Je ne sais pas si c'est une fille ou un gars, mais tu as raison. L'essentiel, c'est de trouver une activité qui va nous amener du réconfort ou de la récompense. Donc, à fond. Si c'est apprendre une nouvelle langue, allez-y, il n'y a pas de problème. Parfait. On va y aller avec la prochaine question qui dit... Ok, j'en ai une autre qui dit... C'est quoi l'âge minimum pour avoir des relations sexuelles ? Puis une autre qui est liée à quel âge en fait on peut commencer à dater, à être en couple, tout ça. Donc les relations, l'âge minimum, c'est intéressant comme question. Je ne vais pas parler d'âge minimum, je vais parler de maturité au niveau de qui vous êtes en tant que jeune fille et jeune homme et du cadre que Dieu veut pour avoir des relations sexuelles. J'ai rencontré Eric quand j'avais 15 ans et demi. Il m'a demandé en mariage, j'avais 16 ans. Yes. Et on s'est mariés, j'avais 18 ans. Bon, ben, voilà quoi. On s'est construite et qu'on avait un projet de longueur, vous voyez ? Donc, voilà. On ne va pas parler d'âge minimum, on va parler de cadre. Et donc, encore une fois, la sexualité active, c'est dans le cadre du mariage pour votre bien à vous. Et l'autre question, c'était quoi, la deuxième partie ? À quel âge on peut commencer à dater vraiment ? À quel âge on peut commencer à dater ? Ben, si vous gardez en tête les 3 premiers niveaux d'amitié, intellectuel, social et fun, à fond, quand vous voulez. Il n'y a pas de problème. Ce qui va être, attention, protégez-vous. Ne donnez pas votre cœur trop tôt.
N'ouvrez pas votre cœur de façon exclusive. Exclusive, ça se dit en québécois aussi. Hein. Ça veut dire uniquement à une seule personne, trop tôt, parce que vous avez des ponts qui vont se construire entre les deux âmes. Donc si nous, nos garçons, ils n'ont pas eu de sœur, donc c'était 5 fils. En plus, on a grandi, ils habitaient en Asie, donc ils ont grandi dans la jungle. Donc quand on est arrivé aux États-Unis, nous, on leur a dit, allez-y, hein, ramenez des amis, des filles, des gars à la maison, à fond. Les amitiés entre gars et filles, c'est super si on est dans un cadre de groupe. Dans un cadre de groupe, il n'y a pas de problème. Quand on parle de date, ça veut dire que je vais créer une relation plus particulière et privilégiée avec quelqu'un. Attention, où est-ce que vous allez là? Si vous démarrez une relation exclusive, mettez-vous dans un contexte où vous n'allez pas vous mettre dans une position où vous allez vous retrouver tout seul, dans une pièce, dans une chambre où il n'y a personne, parce que les âmes vont connecter, les esprits vont connecter et les corps aussi. Vous pouvez être dans un lieu public sans problème. Vous voyez, ne vous mettez pas dans une situation où vous allez vous mettre en danger. Sinon, c'est trop risqué parce que comme c'est une eau naturelle, ça va chauffer à l'intérieur de vous. Hein, et vous allez vous brûler les doigts après. Okay, j'ai 2 questions, 2 en une. Si on n'a aucune relation sexuelle et que notre partenaire est chrétien, est-ce que c'est mal d'être en couple à notre âge? Si vous n'avez pas de relation sexuelle, que vous avez le projet de construire quelque chose et que vous respectez le fait de ne pas connecter de façon exclusive dans une zone dangereuse, vous êtes tout seul, etc., il n'y a pas de problème. Sachez mettre des bonnes limites qui vous protégeront. Est-ce que vous êtes sérieux dans votre relation? Ne vous brûlez pas les doigts, c'est tout. Je vais vous donner une image. Quand on démarre une relation et qu'on est en couple, comme vous dites, c'est comme si le Seigneur m'avait donné un morceau de scotch. Et je colle mon morceau de scotch, tu peux me taper dans la main? Avec toi, clac. OK. Et si je suis en couple, les morceaux de scotch vont se coller l'un à l'autre. Mais si je m'amuse en fait, et qu'en fait, je n'ai pas vraiment l'intention de construire une relation de longue durée avec cette personne-là, au bout d'un moment, on va se séparer, au bout de 15 jours ou quoi. J'exagère peut-être un peu. Et du coup, je reprends mon scotch. Mais mon scotch, il va être avec des poils, des morceaux de peau de l'autre. Et maintenant, je vais devoir le recoller avec quelqu'un d'autre parce que je vais réessayer une relation, je vais me mettre en couple avec quelqu'un d'autre. Et je recolle mon morceau de scotch avec les poils et les morceaux de peau de l'autre. Vous me suivez? À ce nouveau gars-là. Et ça ne dure pas parce qu'en fait, je me suis trompée et je décolle mon morceau de scotch. Au bout d'un moment, le morceau de scotch, il ne colle plus aussi bien. Et puis, en fait, vous avez laissé des morceaux de vous à l'autre. Vous voyez l'image que c'est? Et c'est vrai, hein, c'est ça. Hein. Regardez à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Est-ce que, si vous avez déjà été en couple et que ça s'est cassé, votre cœur il est en bonne santé? Ça fait mal. Hein. Et vous avez laissé des morceaux de vous à un autre. Donc, c'est quelque chose de sérieux. Le couple, Dieu nous a donné le couple comme une représentation de sa relation avec nous. C'est Christ et l'Église. La relation du couple, elle est hyper spirituelle. C'est une relation, c'est une représentation de la relation de Dieu et de nous. Donc en fait, on ne peut pas s'amuser avec. Donc si vous êtes sérieux et que vraiment vous construisez une amitié, mettez les précautions autour. Attention de ne pas connecter avec votre âme de façon exclusive ni avec votre esprit, mais vous pouvez découvrir l'autre dans le cadre du groupe sans problème. Très, très intéressant. Puis je reçois beaucoup de questions par rapport au mariage. Okay. Puis des gens qui me posent la question, si on est en couple avec une personne qui ne croit pas au mariage, qui ne veut pas nécessairement se marier, qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, ça va être le choix de chacun, mais le cadre divin que Dieu a donné, c'est l'alliance. Pourquoi le mariage, c'est important? Parce que dans l'alliance, on dit à l'autre, je serai avec toi, même s'il y a des tempêtes dans notre vie. Et on va y arriver, on va réussir à construire le couple. Vous savez, je ne sais pas si comment sont les couples autour de vous, les parents, les oncles, les tantes, etc. C'est compliqué de construire un couple qui marche. Vous connaissez beaucoup de couples qui sont mariés depuis 50 ans? Ouais, génial, super, si vous avez des belles images. Et qui sont heureux après 50 ans. C'est pas évident. Donc en fait, la relation entre un homme et une femme, entre le mari et la femme, c'est complexe. Et Dieu nous a donné un cadre pour qu'on puisse avoir tous les atouts de notre côté pour le développer. Donc, chacun va faire comme il veut. Le libre arbitre est très important dans la relation de Dieu avec nous. Le libre arbitre, c'est important, Dieu va le respecter. Mais il veut nous donner les meilleures conditions pour y arriver, pour être heureux et avoir du succès. Et ça se passe à cause de cette loi naturelle, dans le cadre de l'alliance où on dit « je serai avec toi pour faire face aux tempêtes de la vie ». Super, amen. On peut applaudir réellement. C'est très, très bon.
Est-ce que je reçois aussi beaucoup de messages par rapport à la ligne rouge. Ça a éveillé beaucoup de choses. Puis, si tu peux développer là-dessus, puis répondre aussi à une question de comment expliquer à son copain qu'on ne veut pas dépasser cette ligne rouge. Très bien, ça c'est une très bonne question. Ou à sa copine. Je vais vous donner des exemples. La ligne rouge. Donc, on a 5 fils, il y en a 3 qui sont mariés. Donc, franchement, on a élevé nos enfants en leur susurrant pendant qu'ils dormaient « tu respecteras la ligne rouge ». Presque. Hein. Donc, ils ont grandi avec cette notion de « tu respecteras la ligne rouge » de la jeune fille que tu fréquenteras. Et quand ils ont, je pense à ce fils-là, il a rencontré sa femme, aujourd'hui ils sont mariés, elle avait 13 ans. Elle avait 13 ans, il avait 15 ans, et donc ils ont commencé à construire une amitié, comme on vous l'a expliqué. Et cette amitié s'est construite, etc. Puis à un moment donné, quand ils se sont dit « Oula, mais c'est sérieux entre nous », ils ont prié. Et notre fils a demandé à cette jeune fille qui avait à l'époque 14 ou 15 ans « C'est quoi ta ligne rouge ?» Mais elle n'avait jamais entendu parler de ligne rouge. Et donc, notre fils lui a expliqué, j'aurais bien aimé être une petite mouche pour voir comment il lui expliquait. En fait, c'est ce que tu veux pas aller plus loin que ça au niveau physique, tu veux pas dépasser ça, etc. Et elle lui a expliqué, elle a dit, ah oui, je vois ce que tu veux dire. Écoute, moi, c'est... Et donc, je ne connais pas sa ligne rouge, mais je vais vous donner un exemple parce que ça ressemble à ça. Je voudrais pas que tu touches ma peau nue, en fait, de la zone des bras, etc. Je voudrais pas que tu touches ma peau nue parce que ça va déclencher des choses chez moi, ça va être trop loin pour moi. Ok. Et notre fils a dit d'accord. Et comme on les a élevés en leur répétant ça à longueur de journée, un jour, c'est elle qui le raconte, un jour, elle a failli tomber et il s'est souvenu qu'elle avait dit la ligne rouge. Il n'a pas laissé tomber. Regardez-vous un peu, il n'a pas laissé tomber. Mais il a rattrapé en respectant sa ligne rouge. Et elle s'est relevée, elle avait 15 ans et demi, et elle en parle encore aujourd'hui. Elle dit, je ne me suis jamais autant sentie respectée de ma vie que ce jour-là. Yes. On peut applaudir. Et ça a créé quelque chose dans le cœur de cette jeune fille de se dire, vraiment, il a mon intérêt à cœur, ce gars, quoi. Et donc, du coup, aujourd'hui, ils sont mariés. Maintenant, ils ont 21 ans, ils sont mariés tous les deux. Et ouais, c'est beau, hein? Ok, donc la ligne rouge, ça ressemble à ça. C'est quelque chose, pour une, ça va être, je voudrais pas qu'on s'embrasse de façon passionnée si on est tout seul, parce que ça va aller trop loin. J'aimerais mieux que tu touches pas ma peau, parce que j'ai telle histoire tu vois, j'ai subi quelque chose quand j'étais petite, et vraiment, ça m'a marqué. Respecte-moi en n'allant pas plus loin que ça. Donc, c'est vraiment individuel. La ligne rouge, c'est ça une des clés, c'est que chaque jeune fille, elle a la sienne. Bien sûr, tout ce qui est organe sexuel est hors limite. Là, on est plus loin que la ligne rouge. Mais dans le cœur de chaque jeune fille, elle est différente, et ça dépend de notre histoire et de notre vécu. Très, très bon. Puis, je reçois beaucoup de messages, justement, des gens qui me disent, puis une en particulier, si jamais j'ai déjà franchi la ligne rouge, est-ce qu'il est trop tard, je me sens impur? Très bien, très bonne question. Heureusement, avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Il y a toujours moyen de restaurer, de remettre les compteurs à zéro, etc. Si tu as déjà franchi la ligne rouge, prends conscience. Si tu es en couple, eh bien, parlez-en tous les deux, demandez pardon à Dieu tous les deux, et puis faites marche arrière. Regardez quelles étaient les circonstances dans lesquelles vous avez franchi la ligne rouge, vous êtes allé trop loin. Faites marche arrière et mettez-vous des règles, entre guillemets, pour vous garder. Je reparle de nos fils. J'ai la permission de nos fils de parler de tout ça. Mais par exemple, c'est vrai, quand ils étaient, ce couple-là, quand ils étaient fiancés, ils avaient choisi de ne jamais être seuls dans une maison, pour éviter d'être tentés. Et donc, un jour, ils étaient venus chez nous et on n'était pas arrivés. Et donc, ils ont attendu dans la voiture pendant 2 heures. Et c'était en hiver. Au Colorado, il faisait moins 40, un truc comme ça. Et ils étaient gelés dans la voiture. Mais pour eux, c'était une façon de se protéger et de ne pas se mettre dans une situation de danger. Donc, si vous avez besoin de vous mettre des petites règles comme ça pour vous protéger, faites-le. Demandez pardon et remettez des règles qui vont vous permettre de reprotéger la ligne rouge. Ça permet de remettre les compteurs à zéro. Et je vous assure que ça vous permet de construire une relation qui sera solide et qui vous apportera du bonheur et un cadre épanouissant pour votre couple. Intéressant. Puis là, c'est une question qui est liée. Puis je veux aller vraiment dans les détails parce que c'est nice. Si je pouvais avoir ça quand je prêche, je pourrais rectifier plein de choses. Donc là, j'entends, il y a quelqu'un qui m'envoie un texto qui me dit est-ce qu'on peut embrasser? Est-ce que ça, c'est dépasser la ligne rouge? Est-ce que embrasser avant le mariage, c'est considéré comme, entre guillemets, tomber? Ok, donc, il y a plusieurs portes qui ouvrent la sexualité et le plaisir chez la femme. La bouche, le French kiss, etc., c'est la porte numéro 2. Sur 4 portes, c'est la 2. Donc, ça veut dire que
ça met en route la machine parce que tout ce qui va être de la bouche, c'est directement lié au cerveau et aux organes génitaux. Donc quand on embrasse passionnément, ça déclenche quelque chose au niveau des organes sexuels. Donc ça, c'est une réalité. Maintenant, si c'est la ligne rouge, si ne pas s'embrasser à la française, c'est la ligne rouge de la jeune fille, on le respecte parce que c'est sa ligne rouge et ça va aller trop loin. Maintenant, si vous êtes sérieux dans votre relation, et là encore une fois, ne prenez pas qu'un morceau de ce que j'ai dit. J'ai dit tout ce qui va autour. Hein. Si vous êtes sérieux dans votre relation et que vous avez une relation qui va vers un engagement avec l'autre et que vous avez vraiment le désir de respecter le cadre que Dieu nous a donné et que vous allez vers quelque chose de sérieux, eh bien, ça prépare vos corps l'un à l'autre que de vous embrasser si ce n'était pas la ligne rouge. Donc, ce n'est pas hors limite le baiser. C'est encore une fois une zone dangereuse et ne donnez pas votre porte numéro 2 à n'importe qui. C'est lié à la bouche est liée au vagin, pour parler en clair. Hein. Les deux sont liés et l'un va activer l'autre. Donc ne vous donnez pas bêtement, je vais dire, entre guillemets, à n'importe qui. Maintenant, si vous êtes sérieux, ça peut vous aider à préparer le corps l'un à l'autre. Mais attention, c'est la porte numéro 2, ça va très vite après. Puis justement, il y a quelqu'un qui m'écrit, qui me dit, est-ce que justement, c'est pas important d'avoir de l'expérience avant d'être marié? Non. Dans la compatibilité, tout ça. C'est une très bonne question. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge que de croire que plus on pratique la sexualité, meilleur on sera au lit. Je vais vous dire, moi j'ai travaillé avec des prostituées. J'ai travaillé avec des prostituées qui voulaient sortir, qui voulaient guérir. Je suis sexologue, donc qui voulaient guérir au niveau de la sexualité, etc. Elles ont beaucoup d'expérience. Et en fait, elles ne connaissent rien à la sexualité et elles ont besoin de tout réapprendre. Comme c'est un cadeau de Dieu, on n'a pas besoin d'essayer avant pour savoir ce que l'on fait. Je vous assure que si vous protégez et que vous abordez la sexualité de façon positive, c'est un cadeau de Dieu, c'est quelque chose de bon. Et le plaisir, etc., c'est vraiment ça va vous ouvrir des notions que vous ne connaissez même pas. Puisqu'en fait, le plaisir, il est autant spirituel qu'émotionnel que physique. Donc dans le cadre du mariage, c'est le ciel est la limite au niveau du plaisir. Et ce n'est pas du tout la pratique qui vous permet d'atteindre ça, c'est le fait de respecter la loi naturelle. Je travaille avec des prostituées, je fais des conférences dans des milieux non chrétiens, donc avec des milieux de la pornographie, etc. Je fais des conférences sur Dieu et la sexualité, je peux vous assurer, parce que je discute avec des gens qui ont une vie sexuelle complètement débridée, je ne vous dis même pas tout ce que j'ai rencontré pour ne pas vous choquer, et en fait, ils ne connaissent pas le plaisir sexuel que nous, dans le cadre du mariage, on peut connaître. Et quand j'en parle avec eux, ils me disent, c'est vrai, tu as un truc que nous, on n'a pas. Et vous avez compris quelque chose dans le milieu, dans ce cadre biblique que nous, on n'a pas. Donc non, c'est un mensonge que de croire qu'il faut que j'essaye et que j'ai de l'expérience avant pour avoir du plaisir ou être un bon coup au lit. C'est un mensonge, parce que comme c'est quelque chose que Dieu a créé, c'est dans le cadre que Dieu nous a donné que la sexualité se développe le mieux. Puis il y a quelqu'un qui s'inquiète vraiment à ce sujet-là, qui dit « Ouais, mais si plus tard, je me marie, puis le sexe avec mon époux ou mon épouse n'est pas satisfaisant ». Eh bien justement, c'est pour ça qu'il faut respecter le cadre que Dieu a donné. Parce que quand on respecte le cadre que Dieu a donné, eh bien, vous allez découvrir ce cadeau que Dieu a préparé pour vous. Et donc, votre sexualité va être épanouie. Elle va pouvoir se développer. Et en fait, ça fait 28 ans qu'on est mariés avec Eric et on découvre encore des choses à ce niveau-là. Parce que ça vient de Dieu. Et c'est inspiré par lui, et c'est voilà, le ciel est la limite en vrai. Donc non, c'est pas une question de pratique avant. Gardez-vous parce que ça sera meilleur après. Amen, amen. Puis il y a quelqu'un qui revient sur la ligne rouge. Il dit, est-ce que c'est juste les filles qui ont de la ligne rouge? Ah, très bonne question. Ouais, vous êtes bons. Hein. Ils sont bons. Ah, ils sont bons, hein. C'est bien. La ligne rouge, elle est. Vous êtes bons, guys. Je vous aime, guys. Ok, très bonne question. La ligne rouge, elle est dans le cœur des filles, mais elle affecte les garçons aussi. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit, la relation entre le jeune homme et la jeune fille, le mari et la femme, si la femme n'est pas épanouie, ben le gars, il ne le sera pas non plus. Hein. Parce que la sexualité, d'ailleurs, ça c'est un mode d'emploi qui est donné par la Bible, ça commence le plaisir commence chez la femme, en fait. Le mari doit s'occuper des besoins et des désirs sexuels de sa femme, qu'elle ait d'abord du plaisir pour que lui, il en ait après. Donc, il y a tout un cycle que Dieu a mis en place. Mais en fait, quand la ligne rouge est franchie, le plaisir du garçon est affecté aussi, puisque la femme n'aura plus envie de lui après. Et donc, plus de désir sexuel chez la femme vers son mari ou vers l'homme, c'est très perturbant pour le gars. Puis il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'après le mariage, il y a une ligne rouge? Non. Après le mariage, il y a un cadre. Et c'est bien cool, ça. Après le mariage, il y a un cadre. Je vais vous donner les règles, 3 règles faciles à retenir.
Ça va, vous êtes encore là? Ouais. Ok, 3 règles faciles qui sont bibliques. Entre le mari et la femme, 2 personnes de sexe différents mariées ensemble. Facile. Entre le mari et la femme. 2, les 2 sont d'accord qu'il y a un feu vert des 2 côtés. Les 2 sont d'accord. On ne peut pas forcer son conjoint à un acte sexuel. Et 3, que la relation sexuelle ou que l'acte auquel il pense soit fait pour donner du plaisir à l'autre, pas pour lui faire du mal. Si c'est entre le mari et la femme, que les 2 sont d'accord et que c'est dans un but de donner du plaisir à l'autre, le ciel est la limite. Plus de ligne rouge à l'intérieur du cadre du mariage. Amen. Alors, ouais, je vais terminer avec 2 questions. Ok. J'en ai une, puis celle-là, elle est quand même assez deep. C'est, il y a quelqu'un qui m'a agressé sexuellement, puis j'ai rien fait. J'ai rien fait. Ouais. Puis je sais pas comment dealer avec ça. Ok, très bonne question encore une fois. Il y a des phénomènes psychologiques qui sont, je l'espère, mieux expliqués aujourd'hui. Et si, je vais vous l'expliquer maintenant. Quand il y a un abus, un viol, un choc émotionnel, quelque chose qui est imposé, qui est forcé sur nous, eh bien notre cerveau déconnecte. Et il y a plusieurs niveaux de déconnexion. Il y a une paralysie au niveau des muscles, une paralysie au niveau des émotions, une paralysie au niveau du cerveau. Il y a même une déconnexion. Quand une jeune fille ou un jeune homme ou un petit garçon ou une petite fille, quand quelqu'un subit un abus ou un viol, en fait, pour survivre, notre cerveau déconnecte avec plusieurs niveaux. Mais il est parfaitement classique que la victime ne puisse pas réagir, ne puisse pas crier, ne puisse pas se débattre, ne puisse pas se sauver. Ça ne veut pas dire qu'elle était consentante, ça veut dire qu'elle était en état de choc et qu'elle n'a pas pu s'échapper. Je vais vous donner un exemple. Je travaille dans un cadre avec un gars qui forme des policiers, donc un psychologue, thérapeute comme moi, qui forme des policiers. Et un jour, un policier américain, donc un cow-boy, quoi, armé jusqu'aux dents, etc., a été attaqué par derrière par plusieurs gars. Et ils l'ont violé de façon immonde. Il était armé, il n'a pas pu ni se défendre ni s'échapper. Il a subi seulement. Est-ce que cet homme-là n'avait pas en lui la force et la capacité et les armes de s'échapper? Techniquement, s'il n'était pas dans une situation d'abus, bien sûr, c'était un gars costaud, armé. Mais comme il a subi un choc et il était dans une situation d'abus, son corps était pétrifié. Ça s'appelle la paralysie du possodome, peu importe. Son corps était pétrifié et il n'a pas pu se débattre. Et donc toute la honte qui vient après, toute la culpabilité, tous les questionnements, et puis les gens vous disent « Ouais, mais t'étais habillée comment? Et comment ça se fait que t'as pas crié? Et si vraiment, en fait, tu le voulais peut-être, etc. » C'est faux. Quand il y a abus, si quelqu'un vous a imposé quelque chose que vous ne vouliez pas, eh bien, c'est un abus ou un viol, c'est un délit ou un crime. Et si vous n'avez pas réagi, c'est que vous ne pouviez pas faire autrement. Ce n'est pas de votre faute, c'est votre cerveau qui vous a protégé. D'accord? Donc, je vais vous encourager à en parler parce que vous avez besoin de guérir de ça. Et un autre phénomène qui est important de comprendre, c'est que parfois, le corps va même peut-être ressentir du plaisir, même dans le cadre d'un viol. C'est encore une fois, ça ne veut absolument pas dire que vous en aviez envie ou que c'était justifié ou que du coup vous êtes coupable. C'est mécanique simplement, c'est juste mécanique. Donc si quelqu'un est dans cette situation-là, ne restez pas enfermé dans la culpabilité qui va avec. Vous ne pouviez pas faire autrement et il y a moyen de guérir et il faut que vous puissiez guérir de cela. Et toujours avec Dieu, il y a possibilité de restauration complète, de récupérer une sexualité après, de redémarrer à zéro, de pouvoir récupérer son corps, son esprit et son âme. Il y a de l'espoir pour toi. Amen. Puis la guérison est réellement possible. Puis Amen. j'aimerais une autre question qui est connexe à ça, puis je vais arriver avec ma dernière après. Si une personne elle s'est pas rendue là, mais elle est en couple avec un gars ou une fille qui met la pression, justement, pour dire, OK, est-ce que tu es prête, qui met une pression. Comment il faut réagir dans ces situations comme ça? Alors c'est vrai, si l'autre met de la pression, ça va dépendre de comment vous vous respectez vous-même. On vous l'a dit en rigolant tout à l'heure, mais si l'un ou l'autre met de la pression pour dépasser la ligne rouge, pour aller plus loin au niveau sexuel, c'est que ce n'est pas du bon matériel de gars ou de filles. D'accord? Parce que ça veut dire qu'il ne vous respecte pas. Elle ne te respecte pas ou il ne te respecte pas. Et donc ça ne fera pas une relation qui va être épanouissante à la fin. La relation sexuelle, elle doit se construire, se mettre en place dans du respect pour soi-même et du respect pour l'autre. Donc il vaut mieux arrêter la relation. S'il n'est pas capable de te respecter, ça ne sera jamais un bon compagnon pour toi.
il vaut mieux que tu arrêtes la relation, même si tu as mal maintenant. Il vaut mieux arracher un grand coup de pansement plutôt que ça fasse mal longtemps et que ça s'infecte en dessous. Puis justement, ça, c'est ma dernière question. Puis les transitions sont toutes trouvées. Comment choisir le bon partenaire? Comment le repérer? Il faut construire l'amitié. Vous savez, le mariage heureux, c'est d'être marié avec son meilleur ami ou sa meilleure amie. Donc, construisez une amitié qui soit solide. Prenez le temps. Vous avez le temps. Puis quand vous sentez qu'il y a quelque chose d'un peu plus sérieux avec cette personne-là, prenez le temps de prier ensemble. Construisez votre relation sur des bonnes fondations, sur du roc. C'est quoi vos rêves pour la vie? C'est quoi vos ambitions? C'est quoi votre relation avec Dieu? Où est-ce que vous vous voyez? Est-ce que vous voyez vieillir avec cette personne? Est-ce qu'il vous plaît physiquement ou est-ce qu'elle vous plaît physiquement? Il ne faut pas être trop... on dit TTS ici ou pas? Trop spirituel. Ouais. Des fois, des gens nous disent on s'est mariés parce qu'on voulait servir Dieu, mais en fait, on ne se trouvait pas beau. C'est ridicule, quoi. Ouais. Bien sûr qu'il faut une attraction physique aussi. Donc, on construit une amitié, on a les mêmes objectifs dans la vie, on a le même niveau de consécration à Dieu, etc. On prend du temps pour prier ensemble, on prend du temps d'avoir des conseils autour de nous et on regarde, est-ce qu'on est sérieux, est-ce qu'on veut aller ensemble dans la vie? C'est comme ça qu'on construit une relation qui dure. Okay. Puis, consécration à Dieu. Donc, selon toi, si quelqu'un ici veut suivre Dieu puis est chrétien, il faut que son partenaire le soit aussi? Disons que ça sera plus compliqué s'il ne l'est pas. Parce que comme notre vie, quand on a donné notre cœur à Dieu, elle veut se construire autour de Dieu et on met Dieu au centre de notre vie. Si quelqu'un d'autre challenge, si notre compagnon challenge ça va être compliqué. Ça va construire en n'allant pas dans la même direction. Ouais. Si on est sur un tandem ensemble ou dans une barque ensemble et qu'on ne veut pas aller dans la même direction, c'est plus complexe. Ok, merci. Est-ce qu'on peut remercier notre invité? C'était vraiment malade. Merci. Réellement, c'était vraiment malade. Yes. Je pense qu'ils t'ont aimé beaucoup.